Chers amis, bonjour, bienvenue dans l'émission TV de TVADP à votre santé. Nous sommes le 10 novembre 2025. Aujourd'hui, on va continuer à faire le tour de nos oligo-éléments et nos vitamines qui nous font du bien. On va discuter de tout ça notamment avec le docteur Olivier concernant le chlorure de magnésium. Mais auparavant, et avant qu'il arrive, je voudrais vous passer un message d'un ami roumain qui a écrit une lettre d'indignation. Par rapport à ce qui se passe dans son pays. Il a écrit une lettre au professeur académicien Ioan Aurel Pop, président de l'Académie roumaine. Pourquoi il fait ça? Eh bien, simplement parce qu'il y avait un congrès qui était prévu le 14 novembre 2025 à l'Académie roumaine et qui a été annulé par ce professeur Ioan Aurel Pop. Dans ce congrès, entre autres, devait intervenir Alexandra Henriot-Côte, que tout le monde connaît bien ici dans cette émission, qui est une généticienne chercheuse au parcours académicien solide. Et même si certains sont choqués par ces opinions qui sont peut-être provocatrices pour certains, elles n'en sont pas moins réelles et bien analysées et avec un cadre scientifique correct. Donc, même plus que correct. Je vais vous lire cette lettre, une partie de cette lettre en tout cas. Monsieur le professeur académicien Ioan Aurel Pop, avec une profonde inquiétude et déception, je vous adresse cette lettre pour condamner fermement l'attitude manifestée par votre décision d'interdire la conférence Covid-19 et convergence biodigitale programmée le 14 novembre 2025 à l'Académie roumaine. Je considère que l'interdiction du débat et du dialogue est un acte d'obscurantisme qui n'a plus sa place dans un monde que nous souhaitons libre et éclairé. Je précise que la personne qui m'envoie cette lettre pour que je la diffuse est quelqu'un qui a vécu la dictature Ceausescu et la suite de cette dictature, notamment les épurations, et donc il sait de quoi il parle quand il parle de totalitarisme et de sanctions et de décisions totalitaires. Cette action non seulement contrevient aux principes fondamentaux de la liberté académique et du débat scientifique, mais elle compromet également la mission de l'institution que vous dirigez, celle de promouvoir la connaissance et le dialogue interdisciplinaire. En tant qu'historien renommé et leader d'une des plus prestigieuses institutions académiques de Roumanie, on attend de vous que vous défendiez les valeurs de l'illuminisme, de la raison et de l'ouverture aux diversités d'opinions. Le refus de permettre la tenue d'une conférence qui aurait pu contribuer à élucider des aspects critiques de la pandémie et de la convergence biodigitale constitue un acte de censure, violant directement la Convention d'Oviedo et le Code éthique de Nuremberg par le déni du droit au dialogue scientifique et au consentement informé des participants et du public. L'interdiction de cet événement, ainsi que les tentatives d'intimidation et de menaces envers les organisateurs, ne font qu'alimenter les soupçons concernant les influences externes et des pressions qui gouvernent les décisions de l'Académie au détriment de l'intérêt public et du progrès scientifique. Je vous prie donc de reconsidérer cette décision et de permettre la tenue de la conférence, démontrant ainsi l'engagement de l'Académie roumaine envers les principes de la liberté d'expression et du débat scientifique. Je rappelle que Madame Alexandra Henriot-Côte, notre amie qui est déjà passée ici dans cette émission et plusieurs fois sur cette chaîne, devait y participer et que c'est une manière supplémentaire de la museler, ce qui est bien navrant. Voilà, cette lettre est dite, mon cher ami Liviu. À présent, on va faire venir Vincent. Bienvenue à toi, Vincent. Ah, tu plombes l'ambiance avec cette histoire. Bon, tu n'as pas coupé la parole non plus, toi. Non, je ne vais pas te couper la parole, ça c'est certain. C'est vraiment Alors, désolant. Vincent, oui, je veux bien que tu réagisses un petit peu sur ce que tu viens d'entendre. Je ne sais pas si tu étais au courant de cette conférence. Ça montre qu'on n'a absolument pas du tout tiré la moindre conclusion à haut niveau de cette crise Covid. Il y a toujours des gens qui sont au pouvoir au pluriel, à tous les pouvoirs de tous les pays et dans toutes les facs et dans tous les endroits de science pour continuer à diffuser la chape de plomb de la vérité officielle. Ben oui, voilà, c'est hallucinant, mais tu t'étonnes pas derrière qu'on vienne te demander à ce que les médecins ou les soignants soient vaccinés Covid-grippe. Ça va pas tarder, avec un produit à ARN messager. Voilà, puisque tout est possible, allons-y. Voilà, allez, annulons, laissons Alexandra Henriot-Côte exclue, c'est une honte absolue. Tu fais bien de rappeler cette histoire de vaccin Covid et grippe. On voit qu'il y a quelques jours, à l'Assemblée, le vote a été
négatif en ce qui concerne cette obligation par heureusement une poignée de députés de plus pour dire non. Ceci étant, même si c'est au grand détriment de quelqu'un comme M. Gage, dont j'aimerais bien connaître les conflits d'intérêts avec les laboratoires pharmaceutiques. En tout cas, je ne doute pas un seul instant que ce ne sera pas repassé une autre fois par la fenêtre et d'une autre manière, et peut-être mais effectivement avec de l'ARN messager. Donc soyons vigilants, les amis, les choses ne sont pas terminées. Je vous rappelle, dans cette histoire de vaccin grippe obligatoire, qui a raté pour la deuxième fois, mais vous inquiétez pas que ça continuera, qui était à la manœuvre? C'était toujours la même pharmacienne qui s'est fait choper dans des conflits d'intérêts abominables alors qu'elle était ministre de la Santé. Elle a été exfiltrée et puis elle a été convaincue d'avoir volé 30 000 euros, elle en a rendu 6. Enfin, bon, bah voilà. Et celle-là, elle était la première, il y a des années, à réclamer la vaccination par garde d'asile. C'est elle qui avait emporté un certain nombre de députés, dont je me souviens une fonctionnaire des France Télécom, un agriculteur et un diamantaire libanais, enfin franco-libanais, de porter un projet de loi pour que garde d'asile soit obligatoire. Hein. C'est la même. Vous voyez d'où vient l'argent. Vous voyez où va l'argent. On comprend tout. Alors, on va parler de choses plus gaies, plus joyeuses en ce moment. On va faire un petit tour d'histoire avec toi sur ces médicaments oubliés, parce que tu en connais déjà une bonne partie. On a discuté déjà ensemble de l'iode, on a discuté de vitamines également. Le chlorure de magnésium, tu as fait une intervention à l'EMSIB que j'ai suivie en visio, que j'ai trouvé très intéressante. De magnésium, on en parle beaucoup. Parfois, on va dire que sur les différentes publications, il y a peut-être à boire et à manger là-dedans. On va essayer de faire un petit peu le tri. Mais toi, tu veux surtout nous parler du chlorure de magnésium, MgCl2, minéral essentiel, minéral indispensable, plus de 300 réactions enzymatiques. Ça intervient dans le métabolisme lipidique, dans la synthèse des protéines, ça intervient dans la dégradation des sucres. C'est indispensable à de nombreux organes, hein, pas seulement les os, mais aussi le cœur, le cerveau. Tu vas pouvoir nous dire tout ça. On l'associe souvent au stress, enfin sa carence en tout cas, au stress, aux troubles du sommeil. Il y a des signes qu'on va peut-être voir ensemble qui laissent penser qu'on est en carence, en manque. Donc on va peut-être les aborder avec toi si tu veux bien. Puis je voudrais d'abord que tu nous parles de cette histoire. Quand j'ai lu ton article là-dessus, tu parlais d'un professeur de chirurgie. Ça m'intéresse beaucoup, tu sais bien. Je te laisse parler. Cette histoire de magnésium est passionnante parce qu'en fait, elle s'ancre dans le début de l'histoire du XXe siècle, quand on a compris que le magnésium pouvait avoir un effet absolument exceptionnel sur la biologie des mammifères. Ça partait de rien, c'est une thèse de médecine d'un tout petit médecin parisien qui tente un jour de proposer à un professeur de faculté de tester la résistance des tissus pour un produit qu'il avait dosé à 12,1%. Ne me demandez pas pourquoi 12,1, mais c'était comme ça. Et ce fameux professeur, on va le voir, on a tiré des résultats absolument, une quintessence phénoménale. Et puis derrière, comme par hasard, quand le produit est bon, en 1905, il est toujours aussi exceptionnel en 2025. C'est juste que si on ne veut pas en parler, c'est sûr, il est oublié. Mais bon, là, aujourd'hui, on va pas l'oublier. Alors, c'est effectivement la conférence que j'avais donnée en septembre à Paris pour l'EMSIB. Mais comme je conçois qu'on ne veuille pas tous être membres à l'EMSIB et donc avoir accès à cette conf, je te remercie, Eric, de lui avoir redonné la possibilité d'être vu dans le cadre de ta chaîne. Je sais que la première slide, tu peux le présenter, la slide d'entrée. C'est simplement pour faire un clin d'œil amusant. Voilà, c'est à ce monsieur, évidemment, pour ceux qui n'ont pas particulièrement potassé l'histoire du magnésium, ce monsieur ne vous dira rien du tout, mais on y viendra très très vite et on reviendra sur cette slide dans quelques secondes. Je pense qu'on peut virer la slide 2, parce que de toute façon, elle passe pas. On a un conflit de matériel entre Juste pour te dire que ce monsieur, moi, il me dit quelque chose, mais je ne le connaissais que pour la lame de drainage qu'il a créée pour la chirurgie. Ah bah exactement. Tu vas le voir pour beaucoup de choses.
faut avoir une petite présentation générale. La première, c'était de toute façon pas très important parce que c'était pour déconner et pour se détendre 5 minutes. Donc là, un peu plus sérieusement, le magnésium, c'est un produit qui est très fréquent sur la planète, qui est probablement le quatrième plus facile à retrouver sur Terre. C'est un élément que vous ne trouverez jamais pur. Vous ne trouverez jamais un filon de magnésium. Vous trouverez toujours un sel. Pourquoi? Parce que c'est un élément atomique qui est un cation et qui perd très facilement ses 2 électrons. Donc en fait, il s'associe très facilement en sel avec des anions qui, eux, vont donner des électrons. Donc on le trouve, évidemment, en citrate, en chlorure, en ce qu'on veut, de magnésium, parce qu'à chaque fois, on fait un sel avec le magnésium. Bon, le stockage du magnésium, c'est quelque chose qui quand même est important à savoir, c'est que il est quand même extrêmement lié essentiellement à l'os. Donc, il est difficile d'avoir une vision très claire de votre stock de magnésium parce que la magnésémie n'est pas un bon élément pour vous donner une idée du pool magnésien d'un organisme. Alors, à une époque, tout le monde, même moi, on a fait des magnésémies, on demandait des dosages sériques de magnésium qui, pour la plupart du temps, étaient des dosages qui ne représentaient absolument pas les stocks osseux. Donc, on a compris qu'il fallait oublier. À un moment donné, on s'est rapproché du stockage des érythrocytes, c'est-à-dire on savait qu'il y avait beaucoup de magnésium dans les globules rouges. Puis par analogie avec l'os, on s'est dit, bon, allez, on va dire que si dans l'érythrocyte, il y a suffisamment de magnésium, on peut considérer qu'il y en a suffisamment aussi dans l'os. Mais en fait, on s'est rendu compte que pour des problèmes techniques, dès lors que vous faites une ponction veineuse à votre patient et que vous laissez le tube en place quelques minutes avant de l'enfourner dans un automate, eh bien, il y a des transferts de magnésium entre l'érythrocyte et le magnésium, et l'érythrocyte perd son magnésium très vite. Donc, en fait, il est très difficile d'avoir un magnésium intra-érythrocytaire vraiment très précis, sauf à l'installer immédiatement dans une bécane de dosage, ce qui n'est jamais fait en pratique. Donc, on peut dire, voilà, donc on peut dire globalement que les dosages sanguins du magnésium sont sans intérêt. Alors, je veux bien qu'on passe à la suite. C'est quelque chose d'important parce que du coup, voilà, test de charge, ça vous dit qu'est-ce qu'on peut bien faire pour avoir un résultat. Ben, en fait, la communauté scientifique a trouvé un système depuis longtemps qui a été remise au goût du jour par la revue médicale suisse. C'est le test de charge. C'est quelque chose qu'on fait parfois pour certains produits, c'est-à-dire que vous donnez une certaine quantité du produit et vous dosez ce qui en sort par 24 heures dans les urines, et puis en fonction de ce qui est retenu par l'organisme, on peut dire que l'organisme en manquait s'il en a excrété peu, et en manquait pas beaucoup s'il en excrète beaucoup. Et là, la différence est très très nette, parce que on peut avoir une différence entre quelqu'un qui va bien, il va excréter 5-6% à peu près de la différence, mais celui qui est en grande carence de magnésium, lui, le gap, il va être de 57% de la charge. Donc, on ne peut pas se tromper entre quelqu'un qui est carencé ou pas carencé. C'est facile, mais évidemment, en secteur hospitalier, de savoir si on a face à soi quelqu'un qui est carencé en magnésium. Alors, on voulait me dire à quoi ça sert de faire des diagnostics d'énormes carences en magnésium. Eh bien, on va y venir tout de suite. Vous pouvez passer à la suivante. Oui, la suivante. Il s'est passé un truc. De façon assez nette, ce que tu nous avais rappelé, l'iode, sur le coup de l'iodurine des 24 heures, même s'il n'y avait pas de test de charge en iode, c'est le même principe, c'est le dosage des 24 heures de ce que l'on perd pour savoir si on est en carence voilà. ou pas. Je voulais pas compliquer les trucs, mais tu as raison. Ça ne peut pas s'appliquer à l'iode, puisque de toute façon, l'iode, lui, il est quasiment excrété systématiquement toujours à la même partie, c'est-à-dire grosso modo 95%. Donc, c'est pas du tout fiable pour l'iode, c'est très fiable pour le magnésium. Alors, l'étude suivante est intéressante. Tu peux passer à la slide d'après. Parce que, en fait,
l'étude Suvimax, c'est une étude qui a été quand même assez fondatrice. D'abord, c'est une étude française qui a été réalisée par Serge Exbert en 2004, qui cherchait à savoir si les populations étaient carencées, soit en micronutriments, soit en vitamines, et s'il y avait intérêt à donner des micronutriments et des vitamines en association aux gens. Alors, je ne vais pas me dauber 3 heures sur l'étude Suvimax, parce que l'étude Suvimax a été très bien réalisée, à mon avis, mais simplement les conclusions de l'étude Suvimax ont été abominablement caviardées pour répondre aux intérêts des donneurs d'ordre qui étaient l'État. Donc, Suvimax a annoncé qu'il n'y avait pas besoin de supplémenter par rapport aux fruits et aux légumes que les gens consommaient tous les jours, mais Suvimax démontrait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y avait des carences phénoménales. Et alors, dans les carences en magnésium, ça tombait, mais alors c'était affreux. On s'est aperçu qu'il y avait 75% de la population qui n'avait pas son apport en magnésium. Donc là, on rigole plus. Quand vous avez 75% d'une population qui est déficitaire dans un micronutriment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait effectivement des traces dans l'état de santé des gens. Eh bien, ça n'a pas loupé parce que dans l'anxiodépression, justement, puisqu'on avait 75% de la population qui recevait des apports insuffisants, on s'est aperçu que 81% des malades qui étaient anxiodéprimés étaient des carencés en magnésium. Donc, on avait une espèce de parfaite similarité dans la découverte de Suvimax, une énorme quantité d'adultes carencés et une énorme quantité d'adultes carencés qui, justement, étaient déficitaires en magnésium. Donc, vous voyez déjà, on n'a pas commencé l'exposé depuis 5 minutes, que déjà on peut comprendre que quand on hospitalise un anxiodéprimé sévère, une tentative de suicide, parce qu'il ne s'alimente plus, je ne sais quoi, dès lors qu'on hospitalise ces déprimés sévères, plutôt que de les bourrer d'antidépresseurs anxiolytiques dès le départ, on devrait faire des tests de charge, puisqu'on sait qu'ils sont 75 fois sur 100, ils sont super carencés en magnésium. C'est la première des choses qu'on devrait faire dans les services de psychiatrie, c'est confirmer ou infirmer que ce grand déprimé a besoin de médicaments antidépresseurs, ou alors, et c'est peut-être pour ça que ça expliquerait que les antidépresseurs souvent ne marchent pas, parce que ça tombe sur un déprimé sur un carencé en magnésium, et que ce gars-là, il n'a pas besoin d'un antidépresseur, il a besoin de magnésium, et il ira mieux. Donc, vous voyez, la piste, elle est quand même vachement intéressante. D'abord parce qu'elle fait reculer la médicalisation à outrance inutile et toxique, et en plus parce que nous, on avance sur une meilleure santé des gens qu'on croyait voués aux antidépresseurs à vie. Eh bien, pas du tout. Alors, je vous ai mis une petite roue à droite parce que c'est un truc que j'ai trouvé dans un polycope des années 70. On savait que ça réduisait bien la fatigue, que ça avait une action sur le système nerveux, sur la dentition, sur l'ossature, sur le psychisme, évidemment, et sur le système musculaire, les crampes, etc. Et puis, on s'est aperçu, depuis quelques années, que le magnésium avait aussi une influence absolument très importante sur la thermogénèse, sur l'inflammation, sur la défense immunitaire, sur le métabolisme glucidique, et c'était peut-être même un produit radioprotecteur. Vous voyez qu'on a quand même des choses plutôt intéressantes dans cette histoire. Si tu peux passer à la suivante, et là, on va rentrer dans le cœur du sujet historique. Voilà un graphe fait à la main dans les années 1905-1910, qui est absolument magnifique, parce que c'est ce fameux Robert Delbey qui a étudié la vitalité cellulaire et la disparition des bactéries dans une plaie de guerre en fonction du produit de lavage qu'on allait utiliser. Alors, il utilise des trucs qui sont quand même relativement étonnants. Il y a le sérum de Val, c'est le troisième à partir de la droite. Vous avez le sérum physiologique, c'est celui de gauche. Je vous dis tout de suite, la grande barre de l'histogramme, c'est évidemment le chlorure de magnésium.
Sinon, après, vous aviez le Ringer, vous aviez l'eau de mer isotonique, l'eau de mer pure, les solutions d'Aquin, vous avez le liquide de Gramme, etc. Enfin bref. Donc, vous voyez que tout de suite, dès les années 1905, avant la guerre de 14, il avait repéré une activité extrêmement intéressante au niveau des plaies des soldats. Faut bien comprendre, hein, ce monsieur, ça a été un chirurgien orthopédiste qui a toute sa vie appris l'orthopédie et travaillé l'orthopédie en fonction des plaies qui a été liées à la guerre. Hein. On ne mettait pas les prothèses de hanche en 1905. On se débrouillait pour essayer de faire des montages les plus propres possibles sur des plaies délabrantes abominables. Et puis surtout, on essayait de faire survivre des gens qui étaient abominablement blessés et surtout extraordinairement perturbés par les cochonneries qui avaient été mis au contact des plaies. Alors, si tu veux bien nous mettre la suite. Alors, les propriétés du chlorure de magnésium, on va aller très très vite parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez l'action antifatigue et neurologique, elle est connue depuis super longtemps. Hein. Elle était tellement connue qu'il faut savoir que le chlorure de magnésium, alors on nettoyait les blessés au chlorure de magnésium, et un jour, Pierre Delbès se rend compte que les infirmières en buvaient. Et le jour où il s'est rendu compte de ça, il leur a demandé pourquoi elles buvaient du chlorure de magnésium, et elles leur répondaient qu'elles étaient moins fatiguées, plus concentrées et plus heureuses. Donc, il a inventé, lui, la Delbiase, c'est-à-dire qu'il a mis sur le marché de l'époque un chlorure de magnésium non plus liquide, mais en comprimé que les gens pouvaient consommer en tant qu'anti-asthénique. Donc, les propriétés anti-asthéniques et anti-stress du chlorure de magnésium remontent, vous voyez, d'avant la guerre de 14. Le soulagement, ça existe encore d'ailleurs. À la Delbiase, bien sûr, ce que je te montre là à droite, là, ça c'est une boîte actuelle. Hein. C'est la boîte actuelle. Voilà. Donc, on va pouvoir passer à la suite parce que là, vous allez voir un truc étonnant. Voilà. Alors, quand on me dit oui, c'est scandaleux, Reliquier nous parle de trucs vieux, ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, ce que je voudrais vous montrer ici, et là, il y a une erreur, c'est pas 1951, c'est 1921. C'est la carte de Robinet. C'est la carte qui a été fabriquée par un géographe français qui a voulu nous montrer à droite l'endroit où il y avait des quantités importantes de magnésium dans le sol et l'endroit où il y avait des quantités faibles de magnésium en France. Donc vous avez deux couleurs. Vous avez à droite, que je ne dise pas de bêtises, il faut que je me rapproche. Voilà, beaucoup de magnésium en rouge et pas beaucoup de magnésium en noir. Et puis vous avez la carte du cancer qui est à côté, qui a été faite la même année. Quand c'est rouge, vous n'avez pas beaucoup de cancer, et quand c'est noir, vous avez beaucoup de cancer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance de cette carte qui démontre depuis 1900, encore une fois, 21 et pas 51, mais depuis 1921, qu'il y avait une corrélation extrêmement étroite à cette époque-là entre ce que les gens mangeaient, entre la quantité de magnésium que les gens ingéraient dans leur alimentation locale. En 1921, on mangeait local. Et le développement des cancers. C'est exactement similaire et opposable. Quand on a beaucoup de magnésium dans le sol, on a peu de cancer. Quand on n'a pas beaucoup de magnésium dans le sol, on a beaucoup de cancer. Et voilà, le résultat, il est quand même assez étonnant. On peut passer à la suivante. Donc, Delbès s'est énormément intéressé à la fabrication de séries avec des souris, avec des saumons, avec des tas d'animaux, où il induisait un cancer
par exemple avec du goudron ou des produits extrêmement cancérigènes. Et puis ensuite, ils soumettaient les animaux ou pas à une alimentation riche en magnésium. Donc vous voyez la série à gauche, c'est les petites multiplications de tumeurs. Et à droite, vous avez les tumeurs qui sont complètement hors de contrôle. C'est les animaux qui sont privés de magnésium au moment où on les a, une fois qu'on les a, à qui on a instauré du magnésium, à qui on a instauré du goudron. Alors, on peut passer à la suivante. Voilà. Alors, là, on va commencer à s'agacer parce que je pense que beaucoup de gens ne savent pas ça. Je vérifie que vous avez bien la même que moi. Oui. On avait à l'époque des médecins de marine qui étaient des médecins militaires, qui étaient des médecins dont la formation était extrêmement rigoureuse, et puis qu'on démobilisait très rapidement pour des raisons d'âge, mais assez jeunes, mais on ne les laissait plus embarquer. Donc Auguste Neveu faisait partie de ces gens-là. Il a été traîné dans la boue dans les années 30 par tout le monde, parce que il a été démobilisé avec sa croix de guerre, avec sa Légion d'honneur, et il est parti comme médecin de campagne, finir sa carrière de médecin. Et Auguste Neveu arrive du côté de Breuil-Magné, dans ces eaux-là, Seine-Maritime, dans ces coins-là. Et dans les années 30, on lui présente d'abord des animaux, parce que à l'époque, il y avait beaucoup moins de vétérinaires qu'il y avait de médecins. Donc, il y avait déjà pas beaucoup de médecins, mais il y avait encore moins de vétérinaires. Donc, on lui présentait déjà des fièvres afteuses, des maladies de Carré. Alors, il faut savoir que ces deux maladies sont des maladies virales. La fièvre afteuse touche essentiellement les bovins, peut les tuer, mais généralement les tue pas, mais les rend très malades. Et la maladie de Carré, pareil, c'était les chiens. Et puis, ça donnait des animaux très malades. Et puis alors, Neveu donne du chlorure de magnésium à ces animaux et ces animaux guérissent. Et puis arrive l'année 35, où de notoriété publique historique, l'hiver a été abominablement rigoureux et où on a eu énormément de malades dans toute la France, tellement l'hiver a été froid. Et on s'est aperçu que Auguste Neveu donnait du chlorure de magnésium à tous ces malades de maladies saisonnières, pendant que les autres médecins ne donnaient pas de chlorure de magnésium, et les malades de Neveu ont quasiment tous passé l'hiver sans mourir. Donc ça s'est su quand même dans la région que Auguste Neveu et son chlorure de magnésium avaient des résultats exceptionnels, totalement inexplicables, autant chez l'homme que chez les animaux de ferme. Bon, donc l'histoire arrive quasiment à son terme. Un jour, on lui présente un enfant qui a une poliomyélite, mais en phase aiguë. Il faut savoir que la poliomyélite en phase aiguë, on ne se souvient plus de tout ça, mais la poliomyélite en phase aiguë, c'est une angine rouge, très fébrile, avec un syndrome méningé. Donc pour un clinicien de base comme Auguste Neveu, de voir un enfant qui a une angine rouge avec un méningisme et une fièvre de cheval, il n'était pas compliqué de comprendre que dans quelques heures, l'enfant allait développer des paralysies et possiblement mourir très vite. Ça dépend de quel endroit la paralysie, sur quel endroit la paralysie va apparaître. Bon, si c'est un bras, évidemment, l'enfant va vivre, mais si c'est un nerf phrénique, si c'est sur un diaphragme, l'enfant va mourir dans la nuit. Bon. Donc, il se dit à peu près sûr que c'est une polio, mais on est en soirée. Il sait que le traitement de la poliomyélite à l'époque, c'est un sérum qui est préparé sur cheval. Donc, c'est le sérum antipolio sur cheval, et il se dit qu'il y avait de grandes chances pour que cet enfant fasse une énorme crise d'allergie dès le lendemain matin au moment du produit, et donc il lui donne du chlorure de magnésium dont on savait qu'il était anti-allergique le lendemain, et il fait ses prélèvements. Mais attends, je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de vous raconter Mais attends, t'as pas la bonne slide là? On est en train de parler de polio. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas C'était pas le bon diaporama?
Non, c'est pas le bon. Regarde combien tu as de slides là. C'est la dernière. Ah oui, c'est Ouais, pas le ben bon voilà. slide. C'est pas le bon. Ça, c'est le premier que je t'ai envoyé, c'est celui qui est incomplet. Alors, ce que je te propose, c'est que toi, avec celui que tu as devant toi, tu continues à nous parler, puis je vais retrouver le nouveau. Bon, très bien. Ouais, ben, on a l'air con. Bon. Alors, évidemment, c'est pas la polio, puisque là, c'est un mélange. C'était avec la diphtérie. 1935, c'est l'histoire de la diphtérie. Je vous répète tout ça sur la diphtérie. La diphtérie frappait en 1935 énormément d'enfants. Je vous rappelle que c'était une maladie qui donnait, alors non pas la polio, mais la diphtérie donnait une angine avec une difficulté extrêmement forte pour respirer parce que les enfants avaient le larynx encombré de membranes qui étaient coalescentes et qui finissaient par les empêcher de respirer. Donc, quand on a présenté l'enfant qui avait une diphtérie à Neveu, il savait qu'il y avait un sérum antidiphtérique à donner pour le lendemain, mais que ce sérum était fabriqué sur cheval et que ce sérum risquait fort de tuer l'enfant par choc anaphylactique. Donc, il a donné du chlorure de magnésium à cet enfant en prévention du sérum du lendemain. Alors pourquoi il a attendu 24 heures? Parce qu'en fait, il a fait un prélèvement de gorge à ce gamin qui a été envoyé, le prélèvement a dû être envoyé sur Paris ou sur Nantes, et on a fait une recherche du signe de la présence de la diphtérie dans les fausses membranes. Et quand le lendemain matin, on lui a renvoyé les résultats confirmant que cet enfant était atteint de diphtérie, il a eu la surprise du siècle de s'apercevoir que cet enfant n'était plus atteint de la diphtérie. Cet enfant avait guéri dans la nuit grâce au chlorure de magnésium qui lui avait été donné toute la nuit par la mère. Voilà. Alors, là, ça, c'est l'histoire de la diphtérie. Maintenant, cette histoire a eu une suite absolument sidérante, puisque Neveu a transmis à Delbey les résultats de son expérience. Il n'est pas allé au-delà. Puis il n'a pas eu non plus 50 diphtéries dans une journée. Mais donc, il dit à Delbey, voilà ce que j'ai vu à la campagne. Et donc, Delbey fait son enquête avec d'autres enfants atteints de diphtérie, et on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'on donne du chlorure de magnésium aux enfants, les enfants guérissent. Donc, Delbey décide d'aller faire une communication à l'Académie de médecine pour annoncer au monde entier qu'on avait trouvé un traitement curatif qu'on pouvait donner à domicile par les parents sans hospitalisation et qui traitait la diphtérie en 24 heures. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé le 6 juin 1944. Le 6 juin 1944, Delbey est programmé pour prendre la parole et annoncer, lire sa communication. Et au moment où il s'approche, eh bien, on lui dit qu'il a interdiction de parler. Donc, il y a une espèce de rixe en bas de l'estrade. Et pour finir, entre les pros et les anti-Delbey, et pour finir, on dit à Delbey, bon, allez, puisque de toute façon, vous avez prévu, ben alors vous allez monter, vous allez présenter oralement votre communication sur le traitement curatif de la diphtérie, mais il n'y aura aucune référence de votre communication, ni à l'écrit, ni dans nos archives. Alors, ça a recommencé le brouhaha, puis bref, Delbey est monté en chair. Il présente le traitement curatif de la diphtérie par les chlorures de magnésium buvables. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Eh bien, à la fin, on annonce à Delbey que sa communication est retirée. Alors, tu peux passer à la suivante.
La publication est retirée, donc malgré la séance, malgré sa hargne pour qu'au moins on en parle, eh bien, tout disparaîtra. Et pourquoi ça a disparu? Eh bien, il l'a très bien compris, Delbel. C'était simplement pour que les intérêts financiers de l'Institut Pasteur et la gloriole personnelle de la France, qui était à l'origine des sérums et des vaccins antidiphtériques, eh bien, que ça ne souffre pas de cette découverte qui, certes, pouvait guérir tous les enfants, mais qui était mauvaise pour notre image. Donc, j'aimerais que vous compreniez que, enfin, vous l'avez déjà compris, que l'Académie de médecine, ce jour du 20 juin 1944, s'est couvert de honte, mais pour le restant de ses jours. C'est-à-dire qu'ils ont préféré que des enfants meurent de la diphtérie des années, des dizaines d'années après cette séance, plutôt que d'avouer qu'ils avaient trouvé un traitement curatif définitif de la diphtérie pour pouvoir continuer à développer les vaccins Pasteur et puis pouvoir continuer à dire que la France avait sauvé le monde. Donc vous voyez, c'est quand même tout à fait abominable, cette histoire-là. C'est relativement peu su, mais ça a été très très bien expliqué, raconté à l'époque de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Je vous ai mis le bouquin de Fernand Delarue, Les Nouveaux Parias. C'est un bouquin qui est sorti en 1971 et dont on trouve encore des exemplaires chez les bouquinistes. Et puis, il y avait un autre bouquin qui s'appelait Équilibre minéral et santé, qui relatait aussi la réaction de Delbel. Alors, si tu veux bien nous mettre la suite, on va arriver enfin à la polio. Alors, la polio, ça s'est passé au même endroit. C'est toujours chez Delbel, où là, c'est donc en 43, et là, eh ben, il dit, bah, tant pis, je vais essayer le chlorure de magnésium, parce que si ça a marché pour la diphtérie, si ça a marché pour je sais pas quoi, ben, ça peut bien marcher pour la maladie de Carré et pour etc. On va essayer, et le gamin guérit exactement de la même manière que la petite Chantal qui avait eu sa diphtérie en 35, et ben en 43, le petit Jean-Claude, 4 ans, il guérit de sa poliomyélite. Alors c'est là où on avait la fameuse triade angine rouge avec syndrome ménager, et que Delbert a guéri de manière absolument parfaite. Alors là, Neveu, pardon. Et alors Neveu, c'est pas du tout... là, il n'a pas repris le même chemin. Il a compris que ça ne servait à rien de retourner voir Delbet pour demander de l'aide à Delbet, puisque Delbet s'était fait jeter par l'Académie de médecine. Donc, Neveu a écrit plusieurs petits opuscules où il a colligé toutes les polios. Alors là, par contre, il en a vu beaucoup. Toutes les polios qu'il a vues pendant la guerre et à l'après-guerre immédiate. Et qu'il a publié. Eh bien, il s'est passé la même chose que pour la diphtérie avec l'Académie de médecine. Tout le monde a fermé les portes des maisons d'édition. Personne n'a parlé des observations de Neveu sur la polio. Et encore une fois, pour protéger le marché quasiment captif de l'Institut Pasteur de l'époque, qui était un des rares à fabriquer des produits anti-polio avec les Américains, mais donc il n'y avait pas grand monde sur le marché, eh bien on a préféré taire le fait qu'on pouvait guérir toutes les polios à domicile et par voie orale avec quelques millilitres de chlorure de magnésium à boire, plutôt que de l'annoncer et sauver des vies. Donc, pour la deuxième fois, les médecins français se sont couverts de honte après la guerre de 40 en refusant de voir la réalité. Alors, là, on arrive à 1958. Tu peux passer à la suivante. En 1958, c'était su, mais de partout. T'as rien d'autre? Non, t'as pas. Passe à la suivante. Alors, ouais, bah. Il doit y avoir une discordance avec ton Mac parce qu'il y a 2 diapos qui passent pas. Ouais. Bon, ouais. Alors, reviens à la précédente, là où c'est blanc, pas grave. Je vous raconte, voilà. Je vous raconte ce qui s'est passé en 1958. Vous avez le directeur de la Vie Claire,
La Vie claire, c'était un journal, et puis je crois que c'était aussi une petite chaîne qui faisait de l'alimentation. Enfin, c'est des choses plutôt, on dirait aujourd'hui, biologiques. Bon. Et en 58, le directeur de La Vie claire écrit au ministre en disant arrêtez les vaccinations. Elle donne de la poliomyélite aux enfants. Et pourquoi je vous demande d'arrêter de faire des vaccinations? Parce que à chaque hiver, quand vous vaccinez les enfants, à chaque hiver, on a une efflorescence de polio chez les enfants vaccinés. Alors que si on se permet simplement d'attendre que les enfants tombent malades et tout de suite après, on leur donne le traitement de neveu, on peut tous les guérir. Il n'y a donc absolument aucun intérêt à les vacciner pour les rendre malades, puis ensuite les voir soit estropiés, soit morts. Il est bien plus simple et bien plus logique d'attendre simplement que les gens tombent malades, on les traite immédiatement et ils guérissent. Eh bien, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Mais vous le savez bien. Il s'est passé en 58 ce qui s'est toujours passé même en 2025. On continue à refuser l'idée que la poliomyélite puisse admettre un traitement curatif. Alors, si tu veux bien nous passer la suivante. Alors, à chaque fois, c'est toujours le lobby de la vaccinologie qui fait des siennes. Mais tu sais, quand on me dit, quand on m'a attaqué, parce que moi j'ai fait un article sur le DTP à 7 en 2019, dans l'article Nexus, j'avais mis de l'orgeril, j'avais demandé à Michel Georget, j'avais demandé à des mathématiciens, j'avais demandé à des pharmaciens, j'avais demandé à des chercheurs. On était 7 à avoir écrit le truc, et évidemment, on m'a traité d'antivax pour le DTP. Mais à chaque fois, je disais, mais vous permettez, il y a des traitements, pourquoi vacciner? Les traitements sont tous efficaces. On va y venir. Mais évidemment, c'est honteux, c'est totalement honteux. Alors là, maintenant, c'est le tétanos, parce que cette histoire, elle est quand même extraordinaire. On amène un jour, alors c'était plus le même médecin. Celui-là, il s'appelle Fumeron. On n'a absolument plus rien, plus aucune archive sur le docteur Fumeron. C'était à Saint-Jean-d'Angély. On n'en a plus à date non plus. On suppose que c'était après la guerre, dans les moments de l'après-guerre, Deuxième Guerre mondiale, immédiate. On lui amène quelqu'un qui a un tétanos. Il faut savoir que le tétanos, c'est mortel. Hein. C'est une maladie qui donne des contractions musculaires absolument abominables, tellement puissantes que parfois les os longs des jambes cassent, tellement les contractions sont fortes. Et à un moment donné, dans l'évolution générale d'un tétanos, en général, les gens font une espèce de crampe phrénique, donc le diaphragme se bloque en position d'expiration et les gens meurent asphyxiés. Donc, Fumeron se dit, bon, bah, tiens, tétanos, encore un virus, voyons voir, on va essayer le chlorure de magnésium. Et alors, il lui pousse du chlorure de magnésium en intraveineux. Alors, il faut savoir qu'en intraveineux, il faut aller doucement, parce que c'est un peu cardio-toxique. Et en 20 minutes, il guérit son malade du tétanos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 2025, quand on a un tétanos qui est quand même rarissime en France, c'est 2-3 mois de réa où il faut les intuber, il faut les ventiler, il faut les curariser pour évidemment que la contraction musculaire soit nulle, sinon ils vont encore repartir en crise. Et puis il faut évidemment les ventiler, puis comme ils ont des douleurs, il faut leur mettre de la morphine. Ça va durer pendant 2-3 mois, avec les complications qu'on a pour les garder en vie, sans trop qu'ils s'abîment au niveau cutané, etc. Donc il y a une casse énorme pendant les 2-3 mois de réanimation, et puis parfois on arrive à sauver les tétanos en 90 jours, après avoir dépensé des centaines de milliers d'euros en réanimation. Alors vous voyez là, le gars, il a une seringue, il a quelques centimètres cubes de chlorure de magnésium, et il le renvoie à domicile le lendemain. Vous voyez quand même que ça fait un peu mal. Alors, si tu veux bien nous mettre la suivante. Cette histoire, elle est quand même incroyable, mais elle est confirmée partout dans la littérature, scientifique mondiale. On a utilisé le magnésium dans le tétanos tout le temps, en 2017, sur une longue
une revue de littérature, mais encore une fois, des tétanos, si vous en tombez pas tous les jours en réa. Donc, ils ont fait 1980-2017, et puis ils ont dit, ouais, ça marche, c'est super efficace. Et puis alors, je vous l'ai mis là, information hospitalière, c'est en dessous, là, réoublié en France. Parce qu'à une époque, Information hospitalière avait publié un article sur les traitements du tétanos. Et alors, ce truc, ils l'ont enlevé. C'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui sur le site Information hospitalière, que vous tapez Dico 76 tétanos, vous verrez que l'article, ils l'ont viré. Alors, pourquoi ils l'ont viré? Parce qu'à l'époque, cet article faisait référence à un deuxième traitement pour le tétanos. Vous vous rendez compte? Alors, ce tétanos qui, soi-disant, il faut tous se vacciner parce que sinon on va tous mourir parce qu'il n'y a pas de traitement, voilà que dans l'information hospitalière, il nous parle d'une technique américaine qui utilisait la vitamine C. La vitamine C à haute dose qui traitait complètement et quasiment aussi vite que le chlorure de magnésium, qui traitait les 3 médicaments dont on vient de parler. Diphtérie, tétanos, polio, traité vitamine C par Katkar, un gars extraordinaire, et puis par Klenner, encore avant lui. Et les deux ont dit, mais je suis désolé, chaque fois que moi j'ai un malade qui a ça, ces maladies-là, je les traite à la vitamine C, et puis je les guéris dans la journée. Donc, vous voyez, ce vaccin où on nous dit, oui, c'est la base, la France a sauvé le monde avec la diphtérie, tétanos, polio, arrêtez de croire ces bobards. D'abord, on n'est même pas sûr que les vaccins sont vraiment très efficaces. Et de deux, ils ne sont pas utiles parce qu'on a un traitement. Et de trois, les traitements, on n'en a pas un, mais on en a deux. Et que ces deux traitements, on s'est débrouillé pour les oublier, les faire oublier. Vous voyez? Donc, c'est quand même tout à fait, mais sidérant c'est à vomir. Voilà, vous comprenez pourquoi Orion Code ne peut pas venir dire que le Covid a été inventé en laboratoire et que ça a été prévu par des gens plus intelligents que nous. Donc, c'est quand même complètement abominable. Alors, dernière slide, je voudrais vous montrer un truc rigolo. On a le droit de se marrer. Hein. Alors, pourquoi j'ai présenté ça à l'EMCIB alors qu'à l'EMCIB, il y a quand même, en général, il y a des mecs qui viennent et qui sont quand même des gens plutôt scientifiques et qui demandent des preuves sérieuses. Là, j'ai présenté quelque chose, c'est typiquement un truc pas sérieux en apparence. C'est-à-dire, c'est un on-dit d'une dame qui s'appelle Marie Billy, qui est en fait une adjointe au maire d'une ville du sud de la France. Mais elle reçoit des mails de ses copains, copines qui sont restés en pays d'endémie de chikungunya et on lui dit, tu sais, tu m'as demandé de boire du chlorure de magnésium quand je suis atteinte du chikungunya, je l'ai fait, et ben j'ai guéri dans une journée. Ton truc est infect à boire, mais je n'ai plus mal nulle part, je peux marcher normalement et je peux reprendre le travail, dit le premier. La plupart des personnes que j'ai eues au téléphone m'ont affirmé avoir guéri immédiatement après 1 litre de prise, c'est-à-dire une bouteille. Donc vous voyez, encore une fois, là on vous refait le coup du DTP. On est encore en train d'inventer des vaccins à la con. On a dit c'est important de vacciner les vieux contre le chikungunya parce que sinon ils vont mourir. Alors on a vacciné les vieux et puis ils sont morts. Enfin, pas tous, mais il y a eu des morts. Alors on a dit oh là là, ce qui prouvait bien que c'était complètement pas du tout étudié au départ. On leur a dit bon, il ne faut plus le donner aux vieux. Alors pour qu'on le donne aux jeunes, puisqu'ils ne meurent pas les jeunes. Mais on l'a quand même donné aux jeunes. Parce qu'on avait le vaccin, puis après on ne sait plus trop quoi en foutre de ce vaccin, mais surtout de toute façon on ne veut pas savoir ce qu'on doit faire du vaccin. Puis ce qu'on ne veut surtout pas, c'est entendre dire qu'il y a un traitement pour le chikungunya. Donc personne ne vous parle du fait que le chikungunya, a priori, sur quelques bruits venant de cette île, est royalement traité en une journée par du chlorure de magnésium. Qu'est-ce qui se passe quand on avale 1 litre de chlorure de magnésium à 20 grammes? Eh ben, quand on a avalé 20 grammes de chlorure de magnésium, en général, c'est vrai, on a la diarrhée. Et alors, hein, qu'est-ce que vous préférez? Avoir le chikungunya, vous traînez pendant 3 semaines avec des douleurs abominables, pas pouvoir dormir, pas pouvoir marcher, plutôt, ou alors avoir une petite crotte molle de fin de journée, et puis le lendemain, vous allez travailler. Hein. Voilà ce qui se passe aujourd'hui quand on vous parle de maladies à prévention vaccinale.
de temps en temps, on peut ouvrir les yeux, parce que cette histoire de maladie à prévention vaccinale, c'est, on vient de le voir, 4 fois de suite du flanc. Simplement, les tenants de l'académisme, en fait, les industriels, sont suffisamment puissants pour que vous ne sachiez 4 fois pas que ces 4 médicaments sont traitables de manière quasiment gratuite. Un sachet de 20 grammes de chlorure de magnésium, ça doit royalement coûter 2 euros. Voilà. Voilà ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Alors, dernière slide pour vous raconter que vous aurez. Vas-y, tu peux passer à la dernière slide. Vous aurez l'historique de cette fresque du chlorure de magnésium dans mon livre tome 4 qui paraît en février-mars. Mais cette histoire, elle est quand même révoltante et je trouve qu'il fallait quand même qu'on en parle. Alors maintenant, on va peut-être parler d'autres formulations du magnésium, parce que le chlorure de magnésium, on vient de le dire, n'est pas toujours très bien toléré quand on l'utilise à haute dose, parce que sur le plan digestif, il colle quand même des accélérations de transit importantes. Et puis c'est vrai qu'il a une certaine néphrotoxicité à long terme. Mais là, je ne vous ai pas parlé d'utiliser le chlorure de magnésium à long terme. On a parlé d'un gars qui a un tétanos, un enfant qui a une polio, l'autre il a une diphtérie et le quatrième il a un chikungunya. Tous ces gens-là vont prendre du chlorure de magnésium pendant pas plus d'une semaine. Hein. Donc il n'y a absolument aucune néphrotoxicité, pas de baratin à ce niveau-là, c'est faux. Il n'y a aucune raison valable d'empêcher les gens de se soigner avec ces produits-là, dès lors qu'ils seraient atteints d'une de ces 4 maladies. Donc, on pourrait déjà d'emblée dire que la vaccination anti-DTP est une connerie sans nom, inutile et dangereuse, parce qu'on a quand même des complications du DTP. Si vous avez un doute, vous prenez la fiche technique du Revaxis, qui est un DTP pour adultes, un DTP de rappel, et vous voyez la liste des effets indésirables de ce vaccin. Et je vous rappelle que c'est un Revaxis, ce sont des vaccins pour adultes ou grands enfants. On n'est pas en train de parler de ce qu'on va coller aux enfants microscopiquement petits quand on va leur faire leur première, deuxième et troisième injection en tant que nourrissons. Parce que ça, on n'a pas les données. Moi, je ne vous parle que des données qui sont enregistrées par les industriels pour des adultes. Et bien, quand vous voyez ça, vous m'expliquerez comment on peut encore défendre la vaccination DTP. C'est impossible. Voilà, j'ai terminé et je vous prie de bien vouloir nous excuser. On a merdouillé sur les slides parce qu'on voulait aller, parce qu'on a travaillé toute la journée et puis que voilà. Et qu'à 21h. Merci beaucoup, Vincent. Juste quelques petites questions. Est-ce qu'il pourrait être utile de faire des cures de magnésium quand on va bien? Écoute, moi, je pense que quand tu sais que tu es 80% à être carencé dans une population, tu aurais bien tort de te croire à l'abri des emmerdements. D'abord, c'est très simple. Puisque personne ne va se faire un test de charge, puisque les magnésiémies servent à rien, moi, je préconise des choses très simples. Le magnésium, si c'était toxique, on pourrait dire, non, n'en prenez pas, vous allez tomber malade si vous en prenez que vous n'en avez pas besoin. Si vous en prenez que vous n'en avez pas besoin, vous allez l'uriner. Et vous n'aurez aucun effet positif que vous pourrez ressentir. En général, on se sent angoissé ou stressé ou avec un mauvais sommeil, ou on se met à avoir des crampes, ou on trémule, ou on se met à avoir des problèmes digestifs. Et là, on prend du magnésium pendant 48 heures et tout disparaît. Problème digestif à type de constipation, je précise. Oui, constipation, c'est ça. C'est généralement des constipations qui disparaissent quand on donne du magnésium, même pas forcément du chlorure. Donc, vous voyez, c'est simple. On prend parce que... Alors, ça, c'est la première manière. J'ai des symptômes, je les mets à l'épreuve de ma prise de magnésium. Ensuite, il faut évidemment prendre des bons magnésiums, on va en parler. Parce que si vous ne prenez pas des magnésiums de bonne qualité, bien absorbables, vous croirez que vous avez pris du magnésium, mais vous ne les aurez pas absorbés. Vous les aurez avalés, mais vous ne les aurez pas absorbés sur le plan digestif. Donc, ça va repartir dans les selles. Et vous direz, j'ai pris du magnésium, ça ne m'a rien fait. Oui, mais le magnésium, vous ne l'avez pas capté sur le plan digestif. Donc,
il y a cette situation-là. Et puis moi, personnellement, j'ai une autre vision des choses. Depuis les cartes de robinet, vous avez vu, il y a une protection des gens au long cours quand ils ont un statut en magnésium correct dans leur alimentation. Donc moi, j'attends pas d'être, je sais pas quoi, angoissé, machin. Voilà, je prends du magnésium tous les jours car mon alimentation n'est pas suffisamment magnésiée. Donc moi, j'en prends tous les jours. Voilà. Alors, tiens, il y a eu des petites questions, mais j'en aurais une d'abord, puisque tu parles d'alimentation. Dans quel type d'aliments est-ce qu'on peut en trouver préférentiellement? Alors, il y en a dans plein de choses, mais encore une fois, c'est l'éternel problème. Vous en avez dans les fruits à coque, vous en avez dans la viande, vous en avez dans énormément de produits. Mais encore une fois, ça dépend. Le fruit à coque, s'il n'y a pas de magnésium dans le sol, dans le fruit à coque, il n'y aura pas de magnésium. C'est simple. L'animal, s'il n'a pas bouffé du magnésium, il n'y aura pas de magnésium dans son tissu musculaire. C'est toujours le même problème. C'est pour ça que vous avez beau dire, ah ouais, mais moi j'ai mangé des noix, j'ai mangé. Et alors, dans la noix, il n'y en a plus. C'est comme la vitamine C, ouais, j'ai mangé 4 oranges. Ben, et alors, l'orange, ça fait longtemps qu'elle fabrique plus de vitamine C, puisqu'elle est plus attaquée par les ravageurs, vu qu'elle est traitée par les pesticides. L'oranger, il s'emmerde pas à fabriquer un antioxydant rien que pour les humains. L'oranger, il fabrique l'antioxydant pour se défendre des ravageurs. Oui, mais quand il n'y a plus de ravageurs, parce que les fruits sont traités, il n'y a plus de vitamine C, c'est tout. Voilà. Donc, encore une fois, ne vous flattez pas en disant qu'est-ce que je mange bien, je dois être plein de magnésium. Ben non, pas forcément. Non. Voilà. Il y a une question aussi sur la dengue. On a parlé de polio, diphtérie, tétanos, chikungunya. Sur la dengue, supplémentation. Alors, je n'ai pas de données sur la dengue. Je vois ici un article une recommandation d'un conseil consultatif médical qui nous dit qu'on peut supplémenter en magnésium pour les patients atteints de dengue, mais avec hypomagnésémie à surveiller, à voir. Tu vois, on vient de dire que l'hypomagnésémie était un symptôme foireux. C'est dommage. Mais encore une fois, c'est d'autant plus dommage que ça n'a pas de sens. Si c'était toxique de donner du magnésium par voie orale, on pourrait dire, attendez au moins l'hypomagnésémie. Mais l'hypomagnésémie, elle est pas fiable. Alors, on fait pas la magnésémie et on donne du magnésium et on voit ce que ça donne. Moi, j'ai vécu en Polynésie. Les dingues, j'ai vu dans quel état ça met les gens, c'est dur. Hein. Bon, ça les tue pas. Enfin, moi, j'ai pas vu de mort, sauf les nourrissons. Mais mes copains médecins qui chopaient les dingues, ils étaient au lit un bon moment. Hein. Mais on aurait su ça, on se serait tous jetés sur les comprimés de magnésium. Mais on ne savait pas. Il y avait une autre question concernant l'ostéoporose, en prévention ou en curatif. Alors, là, on va rentrer dans les poncifs éculés habituels. Vous avez besoin d'avoir une alimentation parfaite pour éviter l'ostéoporose. Mais c'est surtout D3, K2. Alors, calcium, attention, là, on va y revenir, enfin, on n'y reviendra pas 3 heures. Mais le calcium, n'allez pas vous chercher un calcium laitier, c'est de la connerie, parce que c'est pas absorbé. Il faut un calcium végétal. Celui-là, il est absorbé par l'intestin. Et ne me demandez pas pourquoi celui-là l'est plus que le calcium laitier. Celui-là, il va vraiment vers l'os. Alors que le calcium laitier, il n'y va pas. Et de toute façon, le calcium laitier, comme de toute façon, vous déséquilibrez le pH, vous aurez une ostéoporose pire. Donc, alors, vous pouvez prendre, effectivement, ça fait partie de l'alimentation générale d'avoir un bon niveau de magnésium, mais la matrice est très riche en magnésium. Mais encore une fois, ça bouge assez peu. Concentrez-vous sur vitamine C, vitamine D3, K2, ça c'est absolument fondamental. Après, vous pouvez tenter des tas de trucs, silicium, etc. C'est vrai. Bon, mais faut pas oublier activité physique adaptée. Ouais. Absolument. Pas question de faire du trapèze volant quand on a fait déjà 4 fractures. Il est question de bouger, de faire vibrer vos os. Ça donne un signal extrêmement important aux cellules qui fabriquent l'os, les ostéoblastes, et qui donnent un message de fabrication. Et ce n'est pas les médicaments anti-ostéoporotiques qui donnent des messages
de fabrication d'os, les médicaments anti-ostéoporotiques donnent un message d'arrêt de la destruction d'os vieux. Donc ça ne pourra jamais marcher, ces médicaments-là. C'est de la merde. Voilà. Les médicaments anti-ostéoporotiques, c'est de la merde dangereuse. Parce que le jour où vous déshabitez complètement une mandibule, il n'y a plus rien à faire. Vous allez perdre votre mandibule. Il y a des class actions aux États-Unis qui se développent pour des femmes qui n'ont plus une dent et qui peuvent même plus mâcher. Elles ont tout perdu à cause des anti-ostéoporotiques. Donc, méfiez-vous, surtout qu'un jour, il faut les arrêter, ces médicaments-là, et que le jour où vous les arrêtez, il y a un espèce d'effet de rattrapage catastrophique dans les 2 ans qui suivent. Donc, ne vous laissez pas baratiner. Ces produits ne sont pas vos amis. Merci Vincent. Et on a parlé aussi, il y a eu une question sur les cofacteurs et tu en as parlé, tu les as évoqués, hein, D3, K2, on a parlé du silicium, du sélénium, si tu veux rajouter quelque chose en plus. Mais non, mais la vitamine D, il faut. Alors, vraiment, c'est pas la soirée, mais la vitamine D, c'est une honte absolue. C'est-à-dire qu'on a essayé même de nous vendre l'idée à la communauté économique européenne que la vitamine D devait être considérée comme un perturbateur endocrinien pour nous empêcher de la prescrire. Ça veut dire, vous vous rendez compte à quel point ces gens-là sont malhonnêtes pour essayer d'inclure dans le cerveau des gens qu'ils ne peuvent pas prendre de la vitamine D parce que ça pourrait être toxique pour eux. C'est tout le contraire. Vous en avez besoin pour tout, pour le cerveau, pour aller bien sur le plan psychique. Si vous êtes déprimé, faites-vous une vitamine D, sanguine, vous verrez bien. Mais en général, ils sont en dessous de 10. Voilà, ça c'est réglé. Bon, mais pour l'os, pour le système immunitaire, mais absolument aucun doute. Mais été comme hiver. Et quand on me dit, ah mais docteur, vous me parlez de la vitamine C, on est le 15 août. Bah, je dis, alors madame, vous faites quoi le 15 août? Ah, moi je travaille, je suis de juillet, moi. Ah, donc vous êtes enfermé en fait le 15 août. Ah oui, donc vous voyez pas le soleil. Ah non. Donc que ce soit l'été ou l'hiver, quand on travaille ou quand on est enfermé en maison de retraite, que ça peut foutre, que ce soit l'été, et ça change rien, puisque les gens prennent pas le soleil l'été non plus. Alors il faut prendre de la vitamine D associée à de la K2 et de la D3 et pas de la D2 toute l'année. Voilà, terminé. Petite coupure. Ah, je t'entends plus. Si, ça y est, on est revenu. Ouais. Alors, petite dédicace pour mon père qui vient de m'envoyer son taux de vitamine D du jour, qui est à 113. Ouais, nanogrammes par millilitre ou millimol. Nanogrammes par millilitre. Alors, d'après Castronovo, il faudrait qu'il baisse un peu. Castronovo de Liège, lui, il dit 80 à 100. Mais mes patients qui sont à 113, je leur fous la paix. Ouais, bah, je vais lui foutre la paix aussi. Et je vais juste te demander de diminuer un petit peu, mais de continuer à en prendre. Ouais, 1000 unités de moins, puis voilà. Voilà. Mais il est très bien. Jamais de la vie, il va être emmerdé. Merci beaucoup, Vincent. Oui, alors attends, dernière petite vanne sur la vitamine D, parce qu'on vous dit, attention, c'est toxique. Je voudrais quand même vous signaler. J'ai fait un article sur la vitamine D dans le tome 1 des chroniques, mais j'avais retrouvé un truc merveilleux. Un Américain se soumet à la vitamine D. Donc, il en prend 3 gélules par jour. Sauf qu'il n'avait pas bien compris la poso et que l'industriel, en plus, lui, il s'était trompé dans la posologie qu'il mettait dans les gélules. Donc, grosso modo, il faut savoir qu'on vous propose de prendre 300 UI par jour, 300 unités internationales de vitamine D pour éviter d'être malade de la vitamine D. Et que souvent, dans les cabinets actuellement de gens qui travaillent avec la vitamine D, on est facilement à 10 000 unités les jours. C'est pas un problème pour les gens qui sont un peu gros ou les très, très grands, très gros, on est à 15, 20 000. Bon. Donc, 300. Et lui, il en a avalé 111 millions en 2 mois. Parce qu'on lui a le dosage de ces produits était raté en usine. Donc, il a avalé 111 millions et il est arrivé à l'hôpital. Bon, avec une hypercalcémie, mais pas du tout mort, 111 millions. Donc, vous voyez que la toxicité à 10 000 unités, ça va. On va arrêter de nous raconter des conneries sur la toxicité de la vitamine. Voilà. Merci beaucoup, Vincent.
Les amis, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la diffuser. On reviendra encore la semaine prochaine. J'ai un invité surprise pour vous. Je n'en dis pas plus pour le moment, mais on vous concocte encore une belle émission. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer que ce mercredi 12 novembre, je serai sur l'émission de Lise à cœur ouvert sur cette même chaîne TVADP. À très bientôt, chers amis. Portez-vous bien. Merci de m'avoir invité. Excusez-moi pour la merdouille de tout à l'heure. Voilà, vitamine D, magnésium, vitamine C. On y va, les amis. Au revoir.